Ils ont creusé des tunnels avec des petits marteaux, et puis bon, c'est arrivé. Vous voyez, il y a au moins 11 ou 12 tunnels. C'est pas fait électriquement. Vous voyez, c'est à la main qu'ils ont fait ça. Le travail pouvait, à cette époque, être mécanisé. Mais il était plus économique pour la Société des Batignolles de faire travailler ainsi des hommes remplaçables à merci plutôt que d'acheminer difficilement des engins dans la forêt. Dans le Mayombe, il n'y a pas encore de voie de service. Tout le portage se fait donc à dos d'hommes. Dans cette région accidentée, on exige qu'ils portent sur leurs épaules, leur dos ou leur tête, non seulement des sacs de nourriture de 20 à 30 kilos, mais aussi des barils de ciment, des rails et des traverses métalliques, sans compter les hommes blancs du chantier. La Société des Batignolles ne loge ni ne nourrit correctement les porteurs, qui doivent parcourir de longs trajets à pied pour desservir les différents sites de construction. Ce qui les contraint à passer des nuits dehors, sans abri ni couverture. Or, les capitas choisissent les hommes les plus faibles pour le portage, les hommes en meilleure santé étant requis pour les travaux de terrassement et la pose des rails. Pour de nombreux Africains, le portage est pire que la mort. À la fin du XIXe siècle, le temps de l'exploration s'achève. Vient alors le temps de l'exploitation. On identifie les ressources naturelles à exporter. Coton, café, cacao, bois précieux, ivoire et caoutchouc. La Troisième République de Jules Ferry veut bâtir un empire colonial, mais les caisses de l'État sont vides. Le gouvernement ne peut pas investir dans ces contrées lointaines. En 1899, il a alors l'idée de diviser la plus grande partie du territoire en 40 énormes concessions qu'il confie à des sociétés privées. Chaque concessionnaire a charge d'assurer le bon développement économique de sa concession. En contrepartie, l'État leur confère le monopole de l'exploitation des produits du sol, mais aussi l'autorisation de disposer comme bon leur semble des hommes, des femmes et des enfants vivant sur leur territoire. Or, si la France veut profiter de ces ressources, il faut trouver le moyen de les exporter vers la métropole. Sur cet immense territoire, d'une superficie équivalente à 5 fois celle de la France, il s'agit de faire descendre les richesses prélevées au Tchad, en Oubangui-Chari, future République centrafricaine, et au Moyen-Congo, jusqu'à Brazzaville, puis de les acheminer vers la côte pour les expédier vers l'Europe. L'idée maîtresse est de se servir du Moyen-Congo comme d'un pays transit. Mais de Brazzaville jusqu'à son embouchure, le fleuve n'est pas praticable. Il fallait un chemin de fer, surtout que de l'autre côté du fleuve, les Belges avaient déjà leur chemin de fer. Les Français se sont dit, mais nous, il faut qu'on ait un chemin de fer. Dès 1890, les Belges, sur l'autre rive du fleuve, ont pris une avance décisive en entreprenant la construction d'un premier tronçon ferré entre Léopoldville et le port de Matadi. Achevé en 1898,
toutes les exportations de l'Afrique équatoriale française passent par cette voie ferrée, pour un prix exorbitant. Les gisements de cobalt, d'argent et de cuivre, découverts au Congo belge, attisent encore plus l'intérêt des concessionnaires français pour l'exploitation de leur territoire. La tension est à son comble. Alors que le train belge roule à plein régime, les Français discutent et tergiversent pendant plus de 10 ans. Chaque concessionnaire fait pression pour que la voie ferrée desserve sa concession. Finalement, en 1910, la société de construction des Batignolles est chargée d'établir un avant-projet de voie ferrée. Le coût total de ce projet pharaonique est estimé alors à 95 millions de francs. L'administration de l'Afrique équatoriale française ne peut financer à elle seule ce projet et bataille longtemps avec Paris pour obtenir enfin un emprunt en juillet 1914. 3 semaines plus tard, la guerre éclate en Europe. Le projet de construction est suspendu.